Sprinkler Rétro. Salut Mathieu! Salut Eric, comment ça va? Ça va bien toi? Ah, super, grosse semaine. C'est la rentrée scolaire, mais grosse semaine. On est en septembre. Oui, mon dos. Écoute, on voulait reconnaître le deuxième anniversaire. Ta-da! C'est cool quand même. Oui, déjà. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a enregistré la première année, déjà 1 an. Et là, déjà la deuxième année, et ça lâche pas. Ça fait qu'on t'était donné un BHAG. Même 2 de mémoire. Là, c'était un moyen HAG. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'on a accompli le BHAG. Le BIAG, Big Time. Là. Pardon? Big Time, je pense quand même, le BIAG. Là. Ouais. C'est quoi dans le BIAG? Peux-tu nous le rappeler? Étant donné que nous sommes en confinement, puis le look and feel on voulait, que c'était seulement qu'en studio, et puis qu'on sentait la chaleur de nos invités, et puis on avait du scotch et tout, là, ben là, on ne pouvait pas, fait qu'on faisait ça juste à distance. Regarde, tant qu'à y être. On a eu Jorgen, Lisa, Esther Derby. Un nouveau qui va arriver au moment où vous allez voir ça, il va déjà être sorti, fait que tu peux le scooper. Tu parles de Scott? Oui. Oui, Scott Ambler. Quand même. Ambler. Là, je suis convaincu que j'en oublie un puis que je ne suis pas à l'aise, c'est un peu. Désolé si j'ai oublié. De toute façon, je l'ai oublié. C'est sûrement un anglophone puis il ne va rien comprendre de toute façon. Mais il faut quand même le reconnaître, c'est un peu comme tu l'as dit en intro, la possibilité de faire ça à distance a fait en sorte que c'était relativement facile et simple d'atteindre des joueurs majeurs de la communauté agile, disons, là, internationale ou nationale, ce qui est quand même vachement cool. Donc, ce bout-là le BIAG avec un B, je pense qu'on peut dire check quand même. Dans les choses qui n'étaient pas BIAG, mais encore une fois, dans le contexte du souhait, on se disait on aimerait peut-être ça sortir un petit peu du développement logiciel, etc. À l'extérieur, on a touché un peu au marketing. On n'a pas, à mon sens, pas sorti beaucoup. On est resté dans notre giron habituel. Là, je pense que oui. On n'est pas allé pas loin. Construction de bâtiments en agilité. Là. Un petit peu avec Scoop. Avec Scott, on l'a effleuré. Scoop, avec Scott, on l'a effleuré. On l'a effleuré un petit peu, mais je pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Il n'y a pas aux révélations. Je me fais un projet de construction, en autoconstruction à l'aide de quelconque méthode, framework, technique agile. Je ne suis pas rendu à me partir un projet de chalet. Là. Écoute, si on revient aux 12 derniers mois, t'as-tu des... Tout le monde, j'ai adoré tout le monde, c'est sûr. En plus, ils ont pris la peine de prendre du temps avec nous, jaser avec nous, de participer au podcast. Je vous aime, c'est fantastique. Extrêmement généreux là, de la part de... Les gens, on le souligne, mais ne sont pas rémunérés ou quoi que ce soit. Là, ils viennent ici sur leur temps le soir pour le plaisir de jaser avec nous et de partager avec la communauté. Là. Fait que c'est capoté. Là. C'est très, très, très généreux. Cela dit, le disclaimer fait. Est-ce qu'il y en a un qui pour être tout à fait honnête, je rebrowsais à travers la liste là, sur YouTube, je regardais, puis dans les premiers qui m'ont flashé, puis c'était en début d'année, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus exactement c'est quel numéro, mais il y avait Jean-François Proulx, entre autres, quand il nous a expliqué UX, CX, UI. Il y a un petit extrait là, où il parle de ça. J'avais déjà... Je pensais comprendre les choses, mais pour moi, il y a amené un éclairage intéressant. Fait que je pense qu'on va à l'extrait pour vous donner un petit teaser, pour vous donner le goût d'aller l'écouter au complet. Maintenant, on y va? Allez-y, on y va. Le CX, ça l'englobe, le UX, parce que dans le fond, ça serait toutes les expériences que quelqu'un a avec une marque, un brand, là. Puis le UX, ça serait les expériences, mais plus ciblées dans différentes interactions avec la marque. OK. Si, pour donner un exemple, je pense à Air Canada. Tu aurais du UX disons, dans le processus d'achat du billet d'avion.
dans la réception de ton billet, là, comment le billet il est formaté quand tu le lis pour être sûr que tu as acheté le bon billet. Ouais. L'application mobile pour quand tu es à l'aéroport que tu veux scanner. Ouais. Le contact avec la personne au comptoir pour déposer tes bagages. Donc, tout ça, c'est des interactions qui ont chacune leur expérience. Donc, chacune a un UX spécifique à l'objectif qu'il essaie d'atteindre. Mm-hmm. Et tout ça est englobé dans l'expérience totale qu'on peut définir sous forme de CX. Puis je ne l'avais pas noté explicitement, mais aussi dans son discours un petit peu plus tard, il me semble, dans le podcast, là, qui parlait beaucoup de rapprocher les solitudes UX, équipe de développement qui ont tendance à être très loin. On parlait de big UX upfront de mémoire à certains moments. Mm-hmm. Rapprocher ces solitudes-là. Moi, je ne sais pas, ça m'avait plu. Ouais. As-tu... je parlais de JF Pro, mais de ton côté. Je pourrais faire une suite logique, justement. Jorgen Appello, c'est juste le fait de... Je pense que c'était le premier qui avait accepté, je ne sais pas, mais c'était... J'étais un petit peu... même si j'ai eu des conversations avec lui dans différentes conférences, au podcast, je ne sais pas pourquoi, j'étais un petit peu awestruck, c'était un peu cool. Ça m'a pris quelques minutes pour me réajuster puis me revenir à moi-même. Mais j'ai beaucoup aimé, on a parlé beaucoup de customer journeying, puis il y a une différence entre ce que le client demande et ce que le client fait réellement. Puis il a fait un super bel exemple de café. Mm-hmm. Donc, Starbucks, je pense, ça se peut-tu? Entre autres. Starbucks, là, que la personne. Ouais, qu'est-ce qu'il faut, ça? Hein? On va laisser Jorgen l'expliquer pour nous. I often give, as a funny example, you mentioned before, I like coffee, so I give plenty of coffee examples. When you ask me what I want, then I always say, I want just the best coffee in town. Where is it? That's an obvious answer. But when you look at what I'm doing, then you might see me sneaking into a Starbucks. Well, that's not really the best coffee in town, I sort of say. That's like the bottom end of the acceptable spectrum. Mm-hmm. But that is because at the high-end barista coffee bar next door, they don't allow me to sit for 2 hours with my notebook open and do some work. And so when you just listen to me, you would give me the best coffee, but then I say, well, where can I sit? I can't sit here. This is useless. Tu vois, c'est... Il est meilleur que moi. Hein? Oui, je veux le meilleur café, c'est fantastique, mais lundi, je vais au McDo parce qu'il y a du Wi-Fi. Exact. Je veux m'installer là pour 2 heures sans trop me faire écœurer, puis travailler sur mon travail d'université jusqu'à temps que j'ai fini. Puis c'est drôle que tu aies fait le pont avec le CX, mais en tout cas pour moi, c'est intimement lié, là, ce qu'on décrit là. Fait que je trouve ça. Ça... Un autre lien qu'on pourrait faire, si tu me permets, c'est Fabrice Briat. Mm-hmm. Mm-hmm. Où on a parlé c'était le design thinking. Oui, c'est pas mon meilleur. Hein? Cet épisode-là, j'étais plus magané. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il me semble que il manquait de l'énergie. Moi, je m'en rappelle. Au début, peut-être, mais ça, tranquillement, parce que c'est quand même, ça a duré au-dessus de 2 heures, hein, cet épisode-là. Et puis, écoute, je le dis souvent, c'était borderline une formation sur le design thinking. On avait fait un prototype là, de quelque chose pour les mouchoirs, je ne sais pas quoi. Une boîte de Kleenex. Puis oui, tout ça est fantastique, puis c'est disponible. Je l'ai même coupé en petits segments, là, si vous voulez écouter juste une des étapes du design thinking. Mais il y a un bout, à un moment donné, où je me suis dit, j'aimerais ça travailler avec ce gars-là. Il y a vraiment une sensibilité à la souffrance des développeurs, où les gens travaillent fort. Puis tu vois, là, j'ai comme le senti, c'est en ligne, c'est plus difficile, mais j'ai quand même senti une espèce d'émotion de la part de Fabrice. Et puis j'ai fait, un peu, c'est spécial. C'était dans son explication de ne pas être marié à ses idées et puis que de plutôt de mettre le focus sur les problèmes à régler et d'être capable d'ajuster les solutions selon les circonstances. Mais c'est son préambule par rapport à ça. Écoute, on l'écoute-tu? Cool. Et je sais qu'il y a certaines entreprises, leurs personas, ils en font des posters géants et puis ils les mettent dans les couloirs. Comme ça, quand tu te balades, tu es toujours avec tes personnages, tu es toujours. Moi, je dis toujours là. Parce qu'on en passe des heures à travailler, à développer des choses. On en passe des heures.
c'est très demandant. Il y en a, ils y passent des nuits aussi. Enfin, en tout cas, mais on a tendance à tomber amoureux de notre solution et de notre produit. Puis moi, je dis toujours, ne tombons pas amoureux de notre solution, mais tombons amoureux soit de notre problématique ou en tout cas, tombons amoureux de notre client. Tu sais, c'est parce que, après, c'est ça, c'est une fois qu'on est tombé amoureux de notre solution, on en a tellement, on a tellement chié, travaillé là, que après là, c'est bon là, regarde, j'ai mis mon maximum. Ouais. Ah, mais là, tu es tombé amoureux, ça veut dire que les critiques, tu les acceptes plus. Parce que les itérations sont dures à faire parce que c'est difficile de changer. Parce que tu as fait toutes ces choses-là, alors que finalement, si je tombe amoureux de mon persona, de Julien, ben voilà, exact. Tu vois, déjà tu as une affinité avec lui. Ben, si je tombe amoureux de Julien, eh ben, à la vie, à la mort, avec le sang. C'est tout un personnage, là, Fabrice. Là. Il est vraiment solide. Effectivement, ça doit être super agréable de travailler avec lui ou de le voir en formation là, comme tel. Quand il donne sa formation de design thinking, fait OK, j'embarque avec toi. Puis on le fait pour vrai. Là, on l'a improvisé un peu, la boîte de mouchoirs, mais le faire. Oui, ça doit être quelque chose. On vous invite à aller voir son. C'est un YouTuber, podcast, je ne sais pas c'est quoi, là, mais sur YouTube, Innovation 110%. Je vais mettre le lien. Allez voir ça. C'est excellent. Yep. Puis, je fais un segue semi-tiré par les cheveux. Tu parlais de la sensibilité des développeurs, etc. J'ai le goût de nous amener à Jean-Pierre Lambert. Il parlait des types d'équipes, etc. Puis, entre autres, les équipes qui ont des gens avec le syndrome du héros, là, justement, qui mangent toutes les balles, qui se placent devant tout le monde, qui sont ultra valorisés et tout et tout. Moi, ça m'a quand même parlé. Parce que j'en vois souvent. Puis parce que si vous avez le goût de retourner dans saison 1, le Community to Change, où j'étais le crash test donné encore, on pourrait voir des liens. Après ça, vous les interpréterez comme vous voulez. On peut avoir un peu. Bref, l'épisode au complet de Jean-Pierre, pour moi, était vraiment, vraiment cool. Mais en particulier, je sais pas, ce petit bout-là, moi, il m'avait touché. Là, fait que on y va? Je pense qu'il y a un aspect culturel d'entreprise. Et si cette personne-là a été montée en héros, c'est que le restant du système l'a valorisé ainsi. Si le héros, c'était celui qui teachait le plus ou qui enseignait le plus, il n'y aurait pas eu le même comportement, peut-être. Pardon, disons qu'il y a deux sortes de héros. Hein. Il y a le héros... il y a le pompier héros, voilà, Avengers, et il y a le pompier incendiaire, The Boys, voilà, où là, c'est... Et parfois, il y a des... C'est flou, évidemment. Parfois, on est un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas très content de la situation qu'on vit, mais en même temps, ça nous va. Et il y a des fois, on est vraiment sur des gens qui jouent, qui sont très contents d'avoir leur place et que c'est eux et qui vont le renforcer, quoi. C'est dès que quelqu'un va vouloir venir proposer quelque chose, genre « Non, c'est moi qui le fais, c'est mon truc, c'est mon domaine. » Et c'est pour ça que j'avais évoqué les motivateurs intrinsèques, quoi. C'est ça, c'est « Ok, tu vas peut-être perdre quelque chose, mais regarde tout ce que tu vas gagner. » Il n'y a pas de recette générale, en fait. C'est à chaque personne. Effectivement, quand tu pilotes la transformation d'un point de vue humain, à un moment donné, potentiellement, c'est du travail sur chaque personne. Qu'est-ce que chaque personne a besoin pour se retrouver dans sa nouvelle vie, sachant que c'est quand même beaucoup ça, la promesse. Hein. La promesse, c'est demain, tu seras maître de ta vie quand même. Avec Jean-Pierre Lambert, bref, c'est quelque chose. Moi, j'étais content d'avoir un petit peu de temps avec lui, qui a fait dans le cadre post-conférence à l'Agile Tour, après avoir un niveau de stress quand même, c'est quelque chose quand même de faire ça. Bref, très, très généreux comme personne. Un autre, hein? Vas-y donc. Un autre, moi j'irais vers Esther Derby, qui est... Oui? Seven Habits to Productive Change. Je l'ai devant moi, donne-moi 2 secondes. Tadam! Laetitia. Encore une fois, là, Esther, une autre personne facile à jaser, extrêmement généreuse. Mais entre autres, on parlait à un moment donné de... on veut des équipes autogérées, mais on vient leur mettre souvent beaucoup de contraintes, beaucoup de contraintes qu'on finit par pas trop expliquer pourquoi. Les exemples qu'on donnait, c'est, je sais pas, la structure dans Jira doit être avec 4 states qui sont X, Y, Z. Puis là, on se questionnait sur ça a-tu déjà servi à quelqu'un? Puis on a souvent
nous, ou en tout cas personne en charge du changement, on a le goût de tout structurer et standardiser pour faire du roll-up d'informations puis tout, pour faire un information radiator incroyable à l'échelle de la compagnie. Ça existe jamais, puis on ne respecte pas les règles énoncées par ça. Moi, ça m'avait marqué. À ce moment-là, particulièrement parce que je le vivais, je le subissais. Là. Je pense qu'on aime ça souvent le dire comme ça. Pas mal tous. Hein? C'est un pattern usuel. Ouais. On écoute ça? Let's go, Esther. You know, there's a lamp on the other side of this on my screen here, helping with the lovely lighting. And, you know, there are a limited number of ways that are shapes of light bulb fixtures, you know, that fit into the socket. There's dozens of them, but it's limited, right? But the amount of variation you can have in the way the shade looks is infinite. Mm-hmm. And the wiring has to be just one way, right? Mm. The way it plugs into the wall has to be just one way within your country boundary. Yeah. So it's useful to think about where does standardization actually matter? Mm-hmm. You know, it's where it interfaces with another system. That's right. Or where there's a safety issue, or where, you know, you might want to choose from X number of options. Mm-hmm. But you know, there's some stuff that as long as you say, you know, as long as this doesn't break when it's exposed to the heat of a light bulb, and, you know, it's not going to just crash and break and it deflects the light, whatever, do what you want, go wild. Mm-hmm. Here's the decor. Make it fit the decor. Yeah, and I guess that's one thing that I know it might sound silly, but it hurts me. It hurts the initiative on a regular basis. We want teams to be self-organized. We want teams to be transparent. But do it exactly this way. But you're not allowed to change the flow in Jira. I know it's silly. I know it's a silly tool. It's just Jira. But the team goes, Eric, wait a second here. You're telling us to be self-organized, do this, and now we can't even change a silly thing. What's the point? We're going to do whatever the company says we want to do. So then they lose faith a little bit. They will start blaming as opposed to taking responsibility. So it hurts. It hurts. Mm-hmm. And these are some of the artifacts that exist that will prevent change from happening. So I have a question for you. So when I run into situations like that, the argument is almost always, well, we have to have it standardized so that we can have this roll-up reporting, right? Yep. Have you guys heard that? Yeah, I'm leaving it right now. Have you ever met anyone who actually looks at that roll-up reporting? Nope. Me neither. There's an intention of roll-up reporting, and at some point we'll aggregate data, and at some point we'll do something. Ouais, écoute, c'est difficile d'être plus gentil, allumé, intelligente, force de caractère, c'est merveilleux. Moi, j'avais bien aimé quand elle disait l'optimisation locale, c'est pas le démon en soi. Là. Ouais. Tu peux faire des optimisations locales sans faire des dommages. Tu peux améliorer la vie des gens, des équipes, sans craindre des dommages au système. Là. C'est pas toujours le cas. Donc, exact. J'ai bien aimé ce petit bout-là de la part d'Esther. Je pourrais conclure, si tu veux, avec Laure Cohen. Oui. Comme tu sais, je suis un grand fan de la pratique de storytelling. Générer du changement, faire preuve de leadership via le storytelling. Et puis, elle mettait beaucoup d'emphase sur cet aspect-là lorsqu'elle parlait de appreciative inquiry. Mm-hmm. Je le dis en anglais, parce qu'en français, il y a 25 façons différentes de le dire. D'ailleurs, c'est un bout dans le podcast, il me semble qu'on essaie de le traduire là, au début. Là. Mais je vous partage l'extrait immédiatement. Les systèmes humains évoluent à partir de la façon dont on se représente l'avenir. Donc, les images de l'avenir poussent à l'action. Ça veut dire que même dans les questions que l'on va poser, on va essayer de regarder vers le futur, c'est-à-dire quels seraient tes souhaits. Donc, quelles sont les images de l'avenir que tu veux amener avec toi? Parce que c'est ça qu'on va faire dans les 5D. On va amener les images de l'avenir avec nous pour pouvoir ensuite les définir en plan d'action. J'ai eu un flash de storytelling.
Ouais. Oui. OK. Ouais. Ça concrétise cette image-là. Oui, c'est une activité qu'on fait régulièrement pour mieux accepter ce qui est amené dans le futur, mais c'est de le visiter. Hein? C'est de s'y rendre sous la forme de partage d'histoire. Donc, Et c'est pour ça, moi, personnellement, que j'en suis venue à l'approche appréciative parce qu'elle nous connecte avec des histoires d'humains, des histoires de collègues, d'amis, de famille. Et c'est ça qui fait qu'on va s'engager dans le changement. Ben, on dirait que juste sa puis on était à distance, là, mais juste sa présence était là au complet là, dans le Zoom. Là. Il n'y avait pas beaucoup de process qui partaient des tonnes à elle dans sa tête. Là. C'était complètement présente. Puis j'ai l'impression que dans le cadre de son travail, dans le cadre des formations qu'elle donne, etc., ça doit être elle est comme ça constamment. C'est impressionnant. Ce n'était que 6 personnes sur 12. Chacun, je pense qu'on aurait pu s'amuser à trouver un extrait ou une raison d'avoir eu du fun avec chacun des 12 invités là, sans grande difficulté. Puis, tu l'as dit précédemment, là, puis on les remercie grandement, là, tous et toutes. Mais je trouvais ça le fun d'en choisir 3 un peu. Rapidement, là, juste pour revenir sur l'année 2020-2021. Oui, c'est ça, exact. Puis la prochaine année, prochain 12 mois, prochaine itération de 12 mois. Prochaine itération. Je vais le formuler sous un aspect souhait, puis je ne sais pas si ça va se matérialiser ou pas, mais j'aimerais ça qu'à un moment donné, on génère quelque chose peut-être sous forme de débat ou quelque chose qu'on n'est pas d'accord. Tu sais, quelque chose que c'est peut-être un peu plus crunchy, puis qu'on se dit « Ah, non, ça je ne suis pas d'accord pantoute » ou « Je déchire ma chemise » ou peu importe. Là. Mais il y a Pas encore. non, mais qu'il y a quelque chose où on n'est pas sur la même longueur d'onde, soit nous, soit avec un invité. Pour moi, c'est correct, c'est même sain là, de ne pas être d'accord. As-tu un exemple en tête? Est-ce que j'ai un exemple en tête? Ben, je ne sais pas si ça va se produire, mais là, ça fait 3 fois que je dis que c'est un scoop, mais dans un épisode qui s'en vient, on va essayer un nouveau format d'épisode avec un invité qui risque d'être un face-à-face. Ouais. Donc, on va mettre 2 concepts, puis on va lui demander de se positionner sans dire de ça dépend, ça se peut qu'il y ait des choix déchirants. Mais tu vois, je trouverais ça intéressant, mais je ne sais pas, on pourrait prendre des sujets controversés reliés à l'agilité, puis quitte, c'est ça, générer un débat des chefs ou générer quelque chose qui est un peu plus crunchy. Je ne sais pas. On dirait que j'avais le goût de ça. Je dois être provocateur. Ça va avoir lieu, hein? C'est sûr. Donc, oui, ça va avoir lieu. Pour ça, oui, revenir en studio, ce qui est déjà fait. Mais je me questionne, est-ce qu'on fait ça moitié-moitié? Que la moitié que les gens du coin viennent au studio, évidemment, mais qu'on continue à rencontrer des gens d'ailleurs qui ne viendront pas au studio à la Chine pour enregistrer. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je reviens un petit peu à de mémoire, nos 2 fondamentaux dans pourquoi on fait ça. Le premier épisode qui était, entre autres, faire découvrir des perles puis avoir du fun. Ben, je pense que ce soit moitié-moitié ou 3/4, 1/4, là, peu importe la portion. Pour moi, c'est très compatible. Tu sais, quand on va chercher des Jorgen, des Jean-Pierre Lambert ou peu importe de ce monde, c'est sûr que ça amène peut-être un petit peu plus de vues sur le site. Puis ça nous permet de faire découvrir par la suite des Jean-Christophe Lafleur ou des gens peut-être un peu moins connus, mais qui sont plus locales. Je pense que la combinaison des 2 peut être intéressante. Fait qu'on se lance un autre 12 mois, mon ami? Oui, c'est reparti. Right, fait que merci. Merci à toi. Merci à tous les auditeurs, auditrices. On est toujours disponible sur YouTube, toujours disponible sur votre plateforme audio préférée. Bonne soirée. On se revoit bientôt. Ciao.